Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 24 juin 2023 avec comme titre principal Prigojine lance un coup d'État. En titre secondaire, les offensives ukrainiennes sont un fiasco. Alors comme d'habitude, cette vidéo va être en deux parties, les informations générales et sa conclusion. Enfin, la carte militaire pour savoir ce qu'il se passe sur le terrain. Alors, là, c'est la grande nouvelle que j'ai apprise ce matin, donc ce samedi. Prigojine, avec une toute petite partie de Wagner, lance un coup d'État. Donc, ils sont allés sur Rostov-na-Donu, en français Rostov-sur-le-Don. Alors, je vais immédiatement vous montrer la carte afin que vous puissiez savoir où cela se situe. Voici une carte de l'Ukraine qui est pour le coup ici très importante. On a Kiev et là je l'ai surligné en jaune, Rostov-na-Donu. Rostov-na-Donu, c'est Rostov sur le Don en français. Et c'est là qu'est parti Prigojine et une toute petite partie des troupes de Wagner qui lui sont fidèles afin de lancer un coup d'État. Donc ils sont partis de cette zone-là vers Rostov-na-Donu. Alors vous pouvez voir la frontière ukrainienne ici. Donc ici la Russie, ici l'Ukraine, là la Crimée. Et Rostov-na-Donu, c'est une ville importante, mais à plusieurs titres, puisque là-bas il y a un quartier général du FSB, et c'est là-bas qu'a été créé le groupe Wagner à l'origine. Donc symboliquement, c'est très fort. Et c'est pas un hasard sur le fait que Prigojine ait été là-bas, car il connaît par cœur cette ville. Voilà, donc là c'était juste pour vous situer. Alors évidemment, c'est un événement extraordinaire qui tombe très mal pour la Russie. Les médias occidentaux se sont engouffrés là-dedans et avec une grande délectation, à leur grande joie d'ailleurs. Alors moi j'ai déjà vu tôt ce matin des journalistes occidentaux à Moscou qui ont dit que les moscovites n'étaient pour l'instant pas affectés par cela. D'un autre côté c'est bien normal parce qu'il faut bien que la nouvelle se propage. Alors ça va prendre un petit peu de temps, je pense toute la journée. En tous les cas, bien sûr la grande question c'est est-ce que cela va influer sur le déroulement de la guerre? Non, pas du tout. Rien ne va changer sur le front. Les généraux russes en Ukraine vont continuer à mener la guerre comme si de rien n'était. N'oublions pas que Wagner, de toute manière, avait quitté le front il y a déjà un moment. Donc cela ne change strictement rien sur le cours de la guerre. C'est un événement médiatique très gênant pour la Russie, bien entendu. C'est un gros coup pour la Russie, mais pas très grave au final. Parce que vous vous doutez bien que Vladimir Poutine va envoyer des commandos spécifiques, les meilleurs bien sûr. Il va certainement entourer la ville de militaires, bien évidemment. Il y a des checkpoints qui vont être mis un petit peu partout dans les endroits les plus délicats. Alors bien sûr de Moscou, mais aussi de Rostov. Bien sûr, je pense, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est une affaire qui va être promptement menée. De toute manière, tout simplement parce que Vladimir Poutine n'a pas le choix. Il ne peut pas laisser cette situation s'envenimer. Donc il n'a pas le choix, donc je suppose qu'il va frapper un grand coup.
Quant à Prigojine, Prigojine, il y avait déjà des symptômes bien avant. Combien de fois je vous ai dit dans mes points sur l'Ukraine, combien de fois je vous l'ai dit que Prigojine avait été trop loin et que à la fin de la guerre, il allait lui en cuire, dans le sens qu'il allait forcément subir les conséquences de son outrecuidance, hein, puisqu'il a outrepassé très 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 largement ses droits, tout du moins ses droits de parler comme il l'a fait. Donc moi, mon avis personnel, c'est que il y a les États-Unis derrière, qui l'ont soudoyé, lui ont certainement promis beaucoup beaucoup d'argent. Certainement, il y avait déjà des rumeurs comme quoi Prigojine était en contact avec les services secrets ukrainiens. Déjà, alors j'y croyais à demi avant, voire pas du tout. Maintenant, c'est fort possible. Prigojine ne se lancerait pas là-dedans comme ça tout seul. Ça, j'y crois vraiment pas. Ça reste un mercenaire, ne l'oublions pas. Donc, je pense qu'il a été soudoyé. Je pense. Et par les Américains. Pourquoi ça tombe à ce moment-là? Alors, pourquoi Prigojine ne s'est pas retourné avant? Tout simplement parce que là, c'est la fin de l'armée ukrainienne. Alors quand je dis la fin, dans le sens que l'armée ukrainienne ne pourra rien faire de toute manière, vous avez vu dans le titre de la vidéo, les offensives ukrainiennes se sont révélées un fiasco, avec des pertes monumentales comme on va le voir. Donc en gros, Prigojine, c'était le dernier atout de l'OTAN, des États-Unis donc. Ils tentent le tout pour le tout, par d'abord des actes terroristes, car comme ils ne peuvent rien faire sur le terrain militaire, ils tentent sur tous les autres terrains. Donc le terrain de la bassesse et le terrain de la traîtrise. Voilà, c'est les deux seuls terrains que l'Ukraine et les États-Unis ont dans leur manche, quoi, les deux seuls atouts qu'ils peuvent utiliser maintenant. Donc là, voilà, Prigojine étant en guerre directe avec Gerasimov et Shoigu de toute manière, c'était un élément parfait à soudoyer, à corrompre. C'était un élément parfait, il était mûr. Les États-Unis en ont profité, avec les Ukrainiens comme truchement, bien sûr. Et Prigojine a accepté. C'est aussi simple que ça. À mon avis, mais ça reste que mon avis, qu'une hypothèse, Prigojine a accepté une grosse somme d'argent, une énorme fortune. Et bon, si jamais il arrivait au pouvoir, bien entendu, il y aurait alliance avec les États-Unis. Voilà. Exactement comme avait fait à l'époque Boris Eltsine. Voilà. Bis repetita. Sauf que là, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que tout simplement, Vladimir Poutine joue tout sur cet événement-là. Il joue le sort de la Russie. Donc vous vous doutez bien que Vladimir Poutine va tout envoyer pour vite réduire à néant ce petit groupe wagnérien. Et il va vite calmer ce chien fou qui est Prigojine, dont je vous avais déjà dit à maintes reprises dans des points sur l'Ukraine qu'il avait été beaucoup trop loin. Alors, cela dit, moi, j'ai envie de blâmer Vladimir Poutine, car tout ce qui arrive est de sa faute. Et là, je l'accuse directement. Je l'accuse de laxisme, Vladimir Poutine, parce que Prigojine a franchi les lignes rouges à plusieurs reprises et Vladimir Poutine n'a rien fait. Alors, je comprends qu'il n'ait rien fait tant que Bakhmut n'était pas prise, puisque Wagner n'était qu'à Bakhmut. Quoi. Les 95% des troupes étaient à Bakhmut, mais Wagner, ça y est, c'est fini. Au moment où Bakhmut a été prise et que Wagner s'est retiré pour prendre des vacances, ce sont les mots de Prigojine, à partir de là, Vladimir Poutine aurait dû tomber sur Prigojine et le mettre aux arrêts. C'est ce que j'aurais fait.
Mais là, il a laissé libre cours à ses dires, laissé libre cours à sa propagande anti-russe, car ses critiques de l'armée sont telles qu'on peut dire que c'est anti-russe, anti-Russie si vous voulez. Donc ses propos ont été extrêmement graves au niveau ne serait-ce que médiatique et apporté un coup évidemment à la Russie directement. Par ses mots, juste par ses mots. Et Vladimir Poutine aurait dû le mettre aux arrêts dès que Wagner s'est retiré de Bakhmout. Mais il a laissé, et voilà. Donc pour moi, c'est une erreur gravissime de Vladimir Poutine. Alors bon, vous allez me dire, oui, peut-être qu'il a des liens avec Prigojine, c'est possible, mais bon, là, il a quand même été trop laxiste. Ce n'est que mon avis. Maintenant, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de l'affaire. Peut-être que Vladimir Poutine avait de bonnes raisons de ne pas le toucher, je ne sais pas. Mais moi, de mon avis extérieur, Vladimir Poutine là a fait une grave erreur. Voilà. Encore une fois, je l'ai répété à plusieurs reprises dans les points sur l'Ukraine. Je vous avais dit mon étonnement sur le fait que Prigojine s'en tire si bien alors qu'il a tenu des propos absolument outrageants sur Gerasimov et Shoigu, sans jamais toucher Vladimir Poutine, certes, mais malgré tout, il avait été infiniment trop loin. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement exceptionnel. Et je pense que cette affaire va être promptement menée côté du Kremlin. Ce n'est que mon avis, mais je vois pas comment cela peut se finir autrement. Voilà, maintenant on va repasser aux informations générales. Alors concernant les informations générales, tout d'abord, on a les médias occidentaux qui reconnaissent la débâcle complète, le fiasco complet des offensives ukrainiennes. Alors on va commencer en images et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec LCI. Et oui, même eux le reconnaissent. Alors c'est pour vous dire un petit peu l'état catastrophique des offensives ukrainiennes. Commençons. Le brouillard se dissipe donc sur le début de cette opération. Et il apparaît que, sans doute pour la première fois depuis très longtemps dans cette guerre, les Ukrainiens ont effectué un faux pas. Un faux pas de taille. Faut-il l'appeler erreur tactique? Faut-il l'appeler erreur d'appréciation? Ou faut-il l'appeler aléa de la guerre? C'est à vous qu'il reviendra d'en juger dans quelques instants. Mais en tout cas, cette grosse perte est immédiatement exploitée par Moscou. Oui, quantité de chars ou d'armements occidentaux ont bel et bien été saisis par les Russes à cette occasion. C'est un revers et il apparaît maintenant dans toute sa clarté, en tout cas de plus en plus clair. De quoi s'agit-il? Voici les indispensables avec Lucille de Villene. On a dans le journal The Hill, un grand journal américain, la contre-offensive de l'Ukraine jusqu'à présent. 2 points. Des gains réguliers, donc c'est-à-dire la prise de 7 ou 8 villages, c'est ça qu'ils appellent des gains réguliers, mais de lourdes pertes. Donc on a l'Ukraine progresse régulièrement dans la contre-offensive qu'elle a lancée ce mois-ci et a récupéré plusieurs villes, alors villes, villages, et encore villages-bourgs, hein, de quelques dizaines de maisons, il faut quand même rappeler. Donc là c'est mauvaise traduction, c'est des villages du sud-est. Mais ces troupes subissent de lourdes pertes alors qu'elles tentent de traverser les lignes russes retranchées. Donc on a quand même de lourdes pertes. Ça a été signalé par les grands médias occidentaux. Donc ce n'est pas caché. Alors cependant, l'armée ukrainienne a quand même changé de tactique, vu que celle qu'ils utilisaient était en pure perte, totalement inefficace, donc ne pouvant plus se permettre les pertes énormes qu'ils ont subies en tanks, en véhicules blindés et en hommes, ils avancent maintenant beaucoup plus lentement mais plus sûrement. Donc ainsi ils envoient maintenant des troupes d'abord, donc des démineurs au lieu des blindés, puis une fois que la zone est plus ou moins sécurisée, ils déploient des blindés.
Alors les pertes en hommes sont donc toujours aussi énormes, voire plus grandes encore, mais il y a moins de pertes de blindés, qui sont très précieux pour les Ukrainiens, beaucoup plus que leurs hommes, hein, pour eux tout du moins. Et ceux-ci donc ont réussi des petites avancées, mais toujours dans les zones grises. Donc ils ont réussi à avancer de quelques kilomètres et ils ont pris quelques villages. De plus, l'armée ukrainienne a réussi à détruire 5 précieux obusiers russes, des 2 S-19 derrière les lignes de front, ce qui est rare, ainsi que 12 vieux modèles d'obusiers russes. Alors ils ont réussi cela grâce à des drones FPV. Alors c'est quoi les drones FPV? Bon, d'abord je vous montre la photo. Alors voici de petits drones FPV, First Person View, donc vue à la première personne, dotés de caméras, et dont on a adapté des roquettes anti-chars. Donc ces petits drones chinois pas chers sont utilisés des deux côtés, aussi bien ukrainiens que russes. Donc nous avons l'emploi nouveau de ces drones suicides, bricolés, pas chers. Les Russes sont répliqués avec des drones Lancet 3 qui doivent être utilisés sur le champ de bataille au lieu des Shahed 136, aussi appelés Géranium 2 par les Russes. En effet, les Lancet sont beaucoup plus petits avec leur charge explosive de seulement 3 kg, mais beaucoup plus précis et pouvant frapper des véhicules roulants, ce qui n'est pas le cas des Géranium 2, qui ont souvent une charge de 40 kg adaptée pour des cibles fixes. Alors je rappelle d'ailleurs que les Lancet 3 ont une portée d'environ 40 km, alors que les Shahed 136 Géranium 2 de plus de 2000 km. Alors les Lancet 3 utilisent pour les systèmes anti-chars l'explosif pour lancer un dard de pénétration concernant les munitions anti-chars. Donc les Lancet 3 ont plusieurs types de munitions suivant la situation. Donc ce sont vraiment des drones avancés de dernière génération extrêmement efficaces. Et à mon grand étonnement, ils peuvent aussi être utilisés pour des missions anti-chars. Chose que j'ignorais, je pensais que les chars étaient invulnérables aux Lancet 3 et non. Les Lancet 3 ont été adaptés pour être anti-chars. Donc ces petites avancées, cependant, comme était dit dans le journal The Hill concernant l'armée ukrainienne, s'accompagnent de pertes énormes. Donc le rapport efficacité, coût matériel et humain est défavorable côté ukrainien. Les Russes subissent bien sûr eux aussi des pertes, mais ridiculement faibles comparées aux Ukrainiens qui refont exactement la même tactique que Mariupol, Malinka, Soledar et Bakhmut, mais cette fois sur un terrain plat, à découvert, sans soutien aérien ou d'artillerie, car oui, ils changent de tactique sans remédier au principal, soit l'appui aérien et l'appui d'artillerie. Mais cela s'explique par le fait qu'ils n'ont plus de système antiaérien sur le front, qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs quelques avions restants sur le front de peur d'être immédiatement détruits par les très redoutés systèmes antiaériens russes. Et enfin, ils n'ont quasiment plus d'obus. Et ils ont trop peu d'obusiers. Bref, l'armée ukrainienne fait du cosmétique en changeant de tactique et en donnant tout pour avancer juste un petit peu, mais toujours en étant très loin des premières lignes de défense russes. Si on en croit le ministère de la Défense russe sur le front de Zaporojye, dans la zone grise de combat, le 17 juin, l'armée ukrainienne a perdu 580 soldats, 33 chars, 65 véhicules blindés, et c'est seulement côté sud-ouest de Donetsk. Voilà. Donc côté vraiment Zaporojye, vraiment pas très loin de la grande ville de Zaporojye, et plus précisément dans les environs de la ville d'Orirov, c'est en plus de cela 35 chars qui ont été perdus côté ukrainien, 71 véhicules blindés, c'est absolument énorme. Alors même si les chiffres sont exagérés côté russe, ça reste à prouver, mais bon, même s'ils étaient exagérés, on peut dire dans tous les cas que les pertes sont énormes.
À noter que pour une fois, les Russes ne précisent pas que c'est du matériel occidental qui a été détruit, donc on peut en déduire que pour les chars, ce sont des T-64 et des T-72 principalement. Donc la plupart du matériel détruit est soviétique. En un seul jour, l'armée ukrainienne a donc perdu 68 chars en tout et 126 véhicules blindés. Il faut préciser que les Russes utilisent un nouveau matériel redoutable qui est le véhicule anti-char Kornet. Et ce n'est pas fini. Donc si vous voulez tout savoir sur ce nouveau matériel anti-char Kornet, eh bien allez sur internet. Kornet, c'est K-O-R-N-E-T. Vous allez voir, c'est une sorte de char avec des missiles anti-char mis dessus. Voilà. Donc c'est un tout nouveau matériel anti-char redoutable. Toujours si on en croit le ministère de la Défense russe, le 18 juin cette fois, l'armée ukrainienne a perdu au moins 800 hommes, 20 tanks, 15 véhicules blindés, plusieurs obusiers soviétiques, et là on n'a pas les chiffres, et 2 obusiers américains M777, ce qui montrerait que la nouvelle tactique ukrainienne permet quelques avancées, mais toujours aussi meurtrières. Ce qui fait illusion, c'est de mettre de plus en plus de moyens pour avancer un peu plus. Donc vous pouvez aller sur RT Sputnik pour voir les liens. De toute manière, les liens sont dans la description. On notera que c'est avec l'artillerie que les Russes font le plus de dégâts. Ça, c'est important à noter. Hein. L'artillerie est toujours la clé de voûte de cette guerre massive et intensive. L'artillerie. Mais le 18 juin, les médias pro-ukrainiens acharnés, comme le Daily Telegraph, est carrément sombre. Alors le Daily Telegraph, c'est un grand journal anglais, et pourtant même lui, qui est complètement pro-ukrainien, révèle des choses terribles côté ukrainien. On va voir ça ensemble. Alors voici le Daily Telegraph. Donc, que voit-on, que lit-on? Préparez-vous à ce que la contre-offensive ukrainienne échoue. Il est peu probable que l'Ukraine remporte des victoires rapides et décisives. L'OTAN doit se prémunir contre la France et l'Allemagne qui vacillent. Car oui, la France et l'Allemagne commencent à abandonner l'aide à l'Ukraine. Donc c'est un très très mauvais signe côté ukrainien. Le 21 juin, l'armée ukrainienne a eu un succès avec 2 missiles anglais Storm Shadow concernant les 2 ponts de Tsangar, au nord de la Crimée. Un pont est sérieusement touché avec un trou d'environ 2 mètres de diamètre au milieu du pont et l'autre est moins touché. Les 2 ponts ont été fermés et d'après les Russes, ils seront opérationnels dans environ une semaine. Les Storm Shadow étant conçus pour exploser qu'après pénétration, cela explique peut-être le peu de dommages causés par ces missiles. Cela ralentit l'approvisionnement de la Crimée, certes, mais d'autres voies existent, c'est donc gênant, mais pas du tout problématique pour les Russes. Le fait que les Ukrainiens utilisent ces 2 Storm Shadow d'un coût de plus de 3 millions d'euros chacun pour tirer sur un pont qui est peu important, au lieu de tirer sur des dépôts de munitions, d'essence ou n'importe quelle autre cible stratégique d'importance, en dit long sur leur manque de renseignements militaires, probablement du fait du très redoutable brouillage électronique et anti-drone russe, ou encore cela peut être aussi de la pure incompétence côté ukrainien. Mais en tous les cas, utiliser des Storm Shadow pour faire si peu de dégâts, réparer si rapidement pour des cibles si peu stratégiques, c'est inquiétant encore une fois côté ukrainien. Le 21 juin, le chef de la sécurité nationale russe, Nikolai Patrouchev, avec Vladimir Poutine et Shoigu, annonce que l'armée ukrainienne a perdu en tout du 4 juin au 21 juin 2023 246 tanks, dont 13 tanks Léopard 2 sur les 81 livrés. Donc déjà, Prigojine, qui disait devant les caméras que les Russes se vantaient faussement d'avoir détruit 60 Léopard 2, déjà c'est un énorme mensonge.
de Prigojine. Donc là, on en a la preuve. Donc là, Patrushev dit, sur les 246 tanks détruits, 13 tanks Léopard 2 sur les 81 livrés. Alors, quand il parle de 80 livrés, c'est pas 81 Léopard 2, c'est un mélange de Léopard 2, bien sûr, mais aussi de tanks Challenger 2, et peut-être d'autres tanks dont je ne suis pas au courant. Parce qu'évidemment, je ne sais pas tout, mais en tout cas, il y aurait eu, d'après Patrushev, 81 chars livrés occidentaux. La plupart sont des Léopard 2, il y a des Challenger 2, ça c'est ce que je sais. Il n'y a pas d'Abrams, ça c'est une certitude, puisque les Ukrainiens attendent toujours les 31 Abrams. Mais peut-être qu'il y a d'autres chars occidentaux dont je n'ai pas connaissance. Il y a aussi eu, avec les 246 tanks détruits, 678 véhicules blindés de tout type, dont 59 occidentaux. Donc ça veut dire Bradley, Max Pro. Alors Bradley, Max Pro, c'est les véhicules blindés US. Les Marder, les véhicules blindés allemands. Les Storm, qui sont les véhicules blindés anglais. Les Striker, les véhicules blindés canadiens. Sur les 59 occidentaux, parmi les 678, il y a eu 18 Bradley sur les 101 livrés à l'Ukraine, 18 Bradley très exactement, qui ont été détruits. 2 systèmes antiaériens, je rappelle qu'il y a 2 semaines, les Russes ont détruit un système antiaérien, Iris-T, qui est un système antiaérien très performant allemand. Ils en ont détruit 2. Alors pourquoi si peu? Tout simplement parce que l'Ukraine n'en a quasiment plus. C'est pour ça que l'Ukraine est désarmée quand elles envoient des tanks, des véhicules blindés, parce qu'elle ne peut pas les protéger. 4 hélicoptères ukrainiens ont été détruits et 264 gros drones. Alors qu'est-ce qu'ils appellent les gros drones? C'est les drones militaires de reconnaissance et d'appui aérien. Voilà. C'est pas les petits drones à 4 hélices qui ont une grenade ou une roquette en dessous. On parle pas de ces drones-là et on parle pas des petits drones pareils à 4 hélices tout petits de reconnaissance. On parle de vrais drones militaires conçus pour de reconnaissance et d'appui aérien. Et enfin, plus de 13 000 soldats. Alors ces chiffres, d'après Shoigu, les 13 000 soldats, sont repris de messages ukrainiens cryptés interceptés et non des données russes. C'est une information que Sergei Shoigu a révélée pendant la visioconférence. C'est une information très importante. Parce que les plus de 13 000 soldats ukrainiens morts, on ne parle pas des blessés, hein, mais des morts, c'est suivant les missives ukrainiennes interceptées. C'est ce que dit Shoigu, c'est très intéressant. Voilà. On ne parle que des soldats, hein, pas des pertes mécanisées. Hein. Donc il semble aussi que les Russes attendent une grande offensive ukrainienne et que cette grande offensive sera en été. Ils l'attendent. En réalité, les pertes ukrainiennes en hommes, en chars et en véhicules blindés sont telles que Kiev, le 19 juin, a décidé de faire une pause stratégique, car bien évidemment, il ne pouvait pas continuer ainsi. Je tiens à souligner que toutes mes sources qui se passent sur le terrain sont russes, parce que les Ukrainiens sont très très silencieux. À part de dire qu'ils ont pris 6, 7, 8 villages, sachant qu'un village contient, les villages pris contiennent en moyenne une trentaine de maisons, c'est des tout petits villages. Voilà, tout petits. Voilà. Donc seules les informations russes sont reprises par les médias occidentaux, étant donné que les informations ukrainiennes sont très rares. Voilà. Alors à noter que c'est toujours les médias donnent toujours le même modus operandi quand ils donnent des informations sur le terrain. Donc au début ils mentent. Voilà, donc ils mentent de manière effrontément d'ailleurs. Puis ensuite, c'est refus d'accepter les faits. Ensuite, c'est une acceptation de la difficulté de la situation. Puis enfin, l'admission que cela est perdu.
Et enfin, à la fin, ben, ils essayent de tout faire pour oublier la catastrophe qui est survenue. Donc on n'en parle pas. Voilà, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Mariupol, Soledar et bien sûr à fond Bakhmut. Mais comme déjà dit, les médias occidentaux maintenant sont tellement décrédibilisés qu'ils sont obligés maintenant d'essayer d'être un petit peu objectifs. Ils sont obligés parce que sinon ils vont perdre entièrement toute crédibilité et plus personne va les suivre. Enfin, nous verrons. Sur le terrain, le succès de l'armée russe est basé sur plusieurs facteurs principaux. Un, les offensives ukrainiennes sont faites avec trop peu d'hommes et trop peu de chars pour avoir une chance de réaliser leur objectif, à savoir percer les lignes de défense russes. Il leur faudrait au moins 4 fois plus d'unités. Ces offensives sont faites sans appui aérien ni artillerie, ce qui est déjà un suicide en soi. 3. Les champs de mines russes sont redoutables. 4. Les Russes appliquent leur stratégie classique depuis le commencement de la guerre, avec un succès très régulier. Donc ils font des retraites stratégiques, laissant des petits villages abandonnés. Voilà. Les Ukrainiens se précipitent, trop heureux de leur chance, s'organisent immédiatement pour parader fièrement devant les caméras avec un drapeau ukrainien, afin que le monde entier voie leur courage et leur victoire. Une fois cela fait, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils bombardent tout de suite le village avec des grades, c'est-à-dire des lance-roquettes multiples, qui peut tirer 40 roquettes en une salve, ou l'artillerie, ou encore des missiles air-sol venant de Sukhoi 25 ou de Ka-52, c'est-à-dire les hélicos de combat. Alors bien sûr, les Russes peuvent faire des retraites d'endroits stratégiques divers, c'est pas forcément des villages, ça peut être des bosquets, des rivières, des collines, peu importe en fait l'endroit. Alors d'où les pertes ukrainiennes énormes, parce que c'est une stratégie qui marche à chaque coup. Les Ukrainiens sont tellement avides de communication, sont tellement avides de victoires, de prise de terrain, dès qu'ils arrivent à conquérir un village abandonné, c'est drapeaux, caméras, etc. À souligner qu'aucun Challenger 2 a été aperçu sur le terrain, mais une rumeur dit qu'il commence à apparaître à l'arrière-garde des forces ukrainiennes et qu'il devrait être bientôt visible. Je rappelle que les Anglais ont envoyé 14 Challenger 2. Je rappelle aussi que je vous avais dit il y a plusieurs semaines que les Challenger 2 avaient été envoyés en n'étant pas pleinement fonctionnels, car sous la pression politique de Zelensky, qui était allé en Angleterre voir Rishi Sunak, il avait obtenu une date de livraison et cette date fut parfaitement honorée, mais les chars envoyés n'avaient pas été totalement préparés faute de maintenance suffisante et étaient donc inutilisables. Ce que j'avais dit donc se confirme donc, je vous avais dit ça il y a quelques semaines. Apparemment, entre-temps, la maintenance a pu être faite. Là maintenant, nous verrons. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le 19 juin, les Russes annoncent que des soldats ukrainiens se sont rendus en masse. On parle de plusieurs dizaines au minimum d'un coup. Cela avait été reconnu par LCI et d'ailleurs LCI avait montré les images des soldats ukrainiens se rendant. Alors la petite histoire, c'est le chef d'une unité sur Avdiivka qui a demandé à ses troupes de se rendre à l'ennemi parce qu'ils étaient encerclés. Ça, c'était la petite histoire. Donc ça s'est passé, d'après ce que j'ai su en lisant les rapports russes, que c'était sur Avdiivka, au nord d'Avdiivka. Voilà, ils étaient encerclés et le chef a demandé à ce qu'ils se rendent. L'ISW, donc l'Institut pour l'étude de la guerre américain, créé par le département de la défense américain, pour la petite histoire, a dit que les Ukrainiens faisaient une pause guerrière et qui reprend les dires. Alors, c'est l'ISW qui reprend les dires du ministère de la Défense estonien. Alors, le ministère de la Défense estonien dit que Kiev fait une pause au niveau du front des offensives et que cette pause durerait 7 jours. L'ISW, c'est-à-dire l'Institut pour l'étude de la guerre américain, c'est de là que reprennent souvent les informations de nos médias occidentaux, disent carrément qu'ils reprennent ça du ministère de la Défense estonien. Ça veut dire quoi? Que l'Estonie travaille main dans la main
à des généraux, il y a des généraux estoniens en Ukraine. Là, c'est extrêmement étonnant, mais l'ISW le dit. Alors voilà, donc c'est incroyable. Bon, c'est comme ça. Connaissant l'inaptitude bon, de ce groupe, l'ISW, qui est un groupe créé uniquement pour faire de la propagande, ça m'étonne qu'à demi en fait, hein. Alors il se peut par contre que Kiev ait décidé de faire une rotation des soldats, ce qui est dans ce cas possible car l'ISW l'a interprété comme une pause. Effectivement, ce serait une pause possible, parce que même chez les Russes, c'est pareil, environ tous les 6 mois, il y a une rotation qui se fait des soldats. Donc ça, c'est tout à fait plausible. Alors bien sûr, en plein combat, surtout vital comme celui-là, faire une rotation serait malvenu, hein. Ce n'est qu'une hypothèse hein, de ma part, mais en tout cas, soit c'est vraiment une rotation, soit les Ukrainiens sont complètement incompétents et stupides. On ne sait pas, hein. Bon, ça c'est repris des dires de ISW, hein. Donc outil de propagande, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors là, vous allez voir une série d'articles très intéressants qui montrent quand même que côté ukrainien, ça part vraiment en vrille, hein. Vous allez voir ça avec des articles. Alors là, on a un article du New York Times qui dit dans la précipitation à armer l'Ukraine, les armes sont achetées mais pas livrées ou trop cassées pour être utilisées. Voilà, en fait, trop endommagées pour être utilisées. Bon, ça, c'est les petits bugs traduction Google. Certaines des armes envoyées à l'Ukraine par d'autres pays sont inutilisables et des centaines de millions de dollars de contrats payés d'avance doivent encore être honorés. Eh oui, parce que bon, les Occidentaux donnent des armes et des munitions à l'Ukraine, mais ça ne suffit pas. L'Ukraine, avec l'argent donné par les Américains et les Européens, ils font appel à des entreprises privées. Ces entreprises privées leur donnent des armes et des munitions. Et oui, parce que comme l'Union européenne et les États-Unis bah, peuvent plus vraiment donner quoi que ce soit en équipement, en fait, ils achètent à des sociétés privées. Voilà. Donc je vous lis juste un petit premier paragraphe. C'est l'Ukraine a payé des entrepreneurs des centaines de millions de dollars pour des armes qui n'ont pas été livrées et certaines des armes très médiatisées données par ses alliés ont été si décrépites qu'elles ont été jugées aptes à être cannibalisées pour des pièces de rechange. Des documents du gouvernement ukrainien montrent qu'à la fin de l'année dernière, Kiev avait payé aux fournisseurs d'armes plus de 800 millions de dollars depuis l'invasion russe en février 2022 pour des contrats totalement ou partiellement non exécutés. Ça, c'est le New York Times du 19 juin 2023, hein. Vous voyez à quel point ça part en vrille, hein. Là, on a quoi? Creuser de vieilles tombes pour faire de la place aux soldats récemment tombés. Là, vous voyez, c'est une image en Ukraine. C'est un article du New York Times, hein. Les funérailles ont pris une sombre routine dans la ville ukrainienne de Lviv. Lviv, c'est une énorme ville ukrainienne, hein. Donc pas négligeable, hein. Et alors que les combats s'intensifient pendant la contre-offensive, les fossoyeurs disent qu'ils se préparent à plus de corps. Alors ça, c'est toujours le 19 juin, donc on va lire un tout petit bout de l'article. Depuis près de 15 mois, les corps des soldats tombés au combat remplissent régulièrement un cimetière militaire à flanc de colline dans la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Aujourd'hui, les vieilles tombes anonymes de ceux qui ont été tués dans les guerres passées sont exhumées pour faire place au flux apparemment sans fin de morts depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je répète, pour faire place au flux apparemment sans fin de morts depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Eh oui. Lundi après-midi, une demi-douzaine de fossoyeurs ont pris une pause à l'ombre, attendant le dernier cercueil à inhumer au cimetière appelé Lychkakiv.
fumant des cigarettes et se protégeant du soleil. Ils ont déploré la dévastation que la Russie avait provoquée. Ils ont dit qu'ils se préparaient à plus de morts alors que les combats s'intensifiaient pendant la contre-offensive de l'Ukraine. Vous imaginez un peu? Ils sont obligés d'exhumer des corps de vieilles tombes pour mettre les nouveaux corps dans ces endroits-là. Vous voyez juste à quoi l'Ukraine est obligée de faire maintenant. Vraiment, c'est terrible. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un média indien, tas de cendres, entre guillemets, après les frappes russes, les tankistes ukrainiens manquent de confiance dans le char allemand Léopard. La Russie a publié plusieurs vidéos illustrant la destruction de chars Léopard 2 par des hélicoptères Ka-52 et les drones Lancet 3. Vous voyez, les Lancet 3, c'est ce dont je vous avais parlé au début de la vidéo. Je ne le savais pas, hein, je l'ai appris qu'hier, que les Lancet 3, en fait, étaient capables de détruire des tanks. Parce qu'en fait, l'explosif qu'ils ont peuvent être utilisés pour projeter un dard, un petit peu comme les obus flèches, afin de percer la coque. Voilà, en des endroits fragiles, hein, bien entendu, du tank. L'avantage du Lancet 3 comparé à tous les autres drones, c'est qu'ils sont d'une précision redoutable. Redoutable. Voilà. Alors ça, je ne le savais pas, je ne pensais pas que les Lancet 3 pouvaient faire ça. Bah si, ils le peuvent. En fait, ils ont 3 types de munitions. Les munitions à fragmentation, classiques. Les munitions thermobariques, terribles contre des troupes. Et les munitions anti-char. Voilà, et ça, je ne le savais pas. Donc on va lire juste le premier paragraphe. Les tentatives de contre-offensive sont devenues difficiles pour les forces ukrainiennes, attirant de plus en plus l'attention du monde entier. Par exemple, le journal finlandais Suomenna écrit que les chars Léopard que Kiev a reçus d'Helsinki pendant l'hiver ont probablement été détruits par des missiles anti-chars. Des rapports antérieurs mentionnaient que le pays avait transféré 6 léopards en Ukraine. Voilà. Ça, c'est un média indien, hein. Frontier India. Et on a un article du Der Spiegel. Alors là, vous voyez, il y a marqué les pétroliers. C'est parce que c'est la traduction Google. Parce qu'en anglais, c'est Ukrainian Tankers. Et tankers, Google le traduit par pétrolier. Donc en gros, je vous fais la bonne traduction. Les tankistes ukrainiens fauchent la contre-attaque. Alors évidemment, en fait, c'est la traduction qui est mauvaise. C'est les tankistes ukrainiens sabotent la contre-attaque. Leur propre contre-attaque. Donc là, on a cet article du Der Spiegel du 18-6. Les tankistes ukrainiens tentent par tous les moyens d'endommager le matériel militaire afin de ne pas se rendre sur la ligne de front. Le magazine allemand Spiegel en parle. Spiegel écrit que les combattants de l'AFU c'est l'armée ukrainienne, donc les combattants de l'armée ukrainienne envoyés pour participer à l'offensive dans la direction de Zaporozhye utilisent, entre guillemets, diverses astuces. Selon le magazine allemand, ils imitent des équipements lourds défectueux afin de ne pas engager les forces armées de la Fédération de Russie. Donc vous voyez, on a des militaires ukrainiens qui rusent pour ne pas aller se battre sur le front. Dans une interview au Spiegel, les militants ukrainiens se sont plaints des lourdes pertes des chars Léopard allemands fournis par l'Allemagne. Selon les interlocuteurs du magazine allemand, ils ont perdu 3 véhicules rien que dans les premiers jours de la contre-offensive. En outre, les combattants de l'armée ukrainienne ont déclaré que le gouvernement ukrainien leur interdisait de divulguer les pertes réelles au front. Cependant, ils ont déploré qu'il devienne de plus en plus difficile à les dissimuler. Le magazine allemand a également cité des combattants d'Azov comme confirmant les informations du ministère russe de la Défense selon lesquelles les soldats de l'armée russe avaient pris 2 chars allemands comme trophée. Donc vous voyez, Der Spiegel dit qu'il y a des combattants d'Azov
qui confirme ce que disait le ministère russe de la Défense. C'est-à-dire que l'armée russe avait capturé 2 chars allemands comme trophée. Les forces armées russes ont plusieurs moyens de détruire les chars allemands Léopard envoyés au régime de Kiev, a déclaré le chroniqueur Bill Björn Stritzel. Selon l'article, la Russie possède au moins 3 systèmes d'armes dangereux qui menacent les équipements militaires allemands, c'est-à-dire les Léopard 2, au service du régime de Kiev. Des missiles guidés anti-chars, des mines et les propres chars de l'armée russe. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu à quel point l'armée ukrainienne part en vrille. Et ça, c'est d'après Der Spiegel. Der Spiegel. Vous voyez un petit peu? Donc en gros, je vous résume ce que dit l'article. L'article dit que les soldats ukrainiens sabotent leur propre matériel afin de ne pas aller sur le front. Et on demande à l'armée ukrainienne, aux soldats ukrainiens, de ne pas divulguer les pertes réelles au front. Ça leur est interdit. Vous voyez à quel point ça part en vrille côté ukrainien. Ils sont mais vraiment complètement dans un état catastrophique. Alors l'armée russe a commencé ses offensives juste après la fameuse pause ukrainienne. Car oui, l'armée russe a lancé 3 offensives sur 3 axes différents. Donc ces 3 offensives ont été dans la région de Donetsk, la région de Statové-Kremina, en direction de Krasny Liman. Krasny Liman, c'est en russe, Liman en ukrainien. Et le 3e axe dans la région de Kupiansk, sur la ville de Kupiansk. Alors je vous donne tous les détails de ces offensives russes dans la carte militaire, bien sûr, où je fais le point sur le terrain. Les forteresses restantes ukrainiennes commencent à tomber effectivement. La forteresse de Marinka vient de tomber. Les Russes ont annoncé leur victoire de la prise totale de la banlieue ouest hier. Cette victoire fut lente mais certaine dès le début, on savait très bien. Marinka, ça fait des semaines que je vous dis qu'elle est considérée comme prise. Alors les Russes ne l'ont pas annoncé officiellement, mais les combattants sur place, eux, ça y est, ils l'ont annoncé. Il y a une victoire, la forteresse de Marinka est tombée entièrement, dans le sens où même la banlieue a été prise, la banlieue ouest, ce qui restait. Voilà, enfin. Donc voilà, donc les Russes s'attellent maintenant à prendre Kupiansk, ensuite Ougledar et ensuite ce sera Avdiivka. Alors en effet, Kupiansk tombera certainement, probablement en premier, car elle est moins bien gardée, beaucoup moins bien gardée que les autres villes forteresses. Voilà, donc évidemment le fait que Marinka soit tombée, qui était une forteresse importante ukrainienne, ça va donner encore un énième coup au moral ukrainien, surtout que Ougledar et Avdiivka vont bientôt tomber, bien évidemment. Puisqu'ils sont, d'après ce que j'ai compris, Avdiivka et Ougledar sont maintenant encerclés. Alors maintenant, est-ce vrai, est-ce faux? Là, par contre, je ne peux pas vous le confirmer. C'est ce que moi, j'ai des rapports russes. Alors, des fois, ils peuvent exagérer aussi. Hein. Attention. Ces offensives russes dans le milieu et le nord de la ligne de front est logique, car c'est là que l'armée ukrainienne est la moins dense. Et donc, ce sont les zones les plus fragiles côté ukrainien. En effet, l'armée ukrainienne est concentrée sur le front de Zaporojye pour tenter une percée. Percée qui, évidemment, ne se fera jamais. Alors que cela soit par Kiev ou par le Kremlin, aucun n'a divulgué un seul appareil aérien russe qui a été détruit par un système antiaérien ukrainien. Aucun. C'est-à-dire ni le Kremlin, ni Kiev a annoncé avoir abattu un avion ou un hélicoptère russe. Aucun. Ce qui montre clairement la supériorité aérienne russe et l'impotence patente
du système antiaérien ukrainien qui manque terriblement de missiles et même de lanceurs. Alors maintenant aussi, on parlait dans les médias des fameux F-16 et puis même des chars. Mais les F-16, bon, c'est ridicule. J'en ai parlé à moult reprises. Ça sert strictement à rien d'envoyer des F-16 en Ukraine. Déjà, ils arriveront. S'il y en a qui arrivent, ça arrivera quoi? Fin de l'automne, voilà, quand tout sera fini. Donc ça, c'est dans le cadre d'une guerre très longue. Mais la plupart des spécialistes, des vrais connaisseurs, disent que non, ça peut pas être une guerre longue. Ça doit s'arrêter à la fin de l'été. Il doit y avoir quelque chose à la fin de l'été. Une issue dans le sens. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Kiev est d'accord plus que tous les autres, puisque Kiev a lancé l'offensive alors qu'ils n'étaient pas du tout préparés. Et que Zelensky prévoyait l'offensive en automne. Certainement avec l'arrivée des F-16. Mais c'est ridicule des F-16 en Ukraine. Où est la chaîne logistique? Il n'y aurait pas de chaîne logistique, c'est pas possible. Faut des centaines de techniciens pour une trentaine de F-16 en maintenance. Et le F-16 est un avion très fragile, qui demande beaucoup de maintenance, qui doit décoller sur des pistes parfaitement propres, où il n'y a pas le moindre gravier dessus. Ça n'a rien à voir avec les avions russes qui peuvent rouler sur des pistes mal entretenues, rustiques, va-t-on dire. Le F-16 est un avion très fragile qui doit être énormément maintenu. Les pièces doivent être très 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 régulièrement changées. Donc c'est un choix ridicule, mais bon. Et c'est exactement comme les chars. Hein. Les chars occidentaux, c'est comme ça. Hein. Et le pire de tous les chars occidentaux au niveau de la maintenance, c'est les Challenger 2. Ensuite, c'est les Léopard 2. À mon avis, les meilleurs chars occidentaux, à ma connaissance d'amateur, c'est les chars Leclerc. Et je dis pas ça parce que je suis français. Mais voilà, de tout ce que j'ai lu, n'oubliez pas que moi je suis abonné à des magazines d'armement américains. Je vous l'ai déjà divulgué à plusieurs reprises, donc je connais un petit peu l'armement maintenant. Voilà. Le 21 juin, la Russie accuse officiellement l'Ukraine d'utiliser des armes biologiques. Alors là, je vais à nouveau vous montrer des articles. Donc là, on va démarrer avec un article de Yahoo News qui reprend un article de Ukrainska Pravda, qui est un des journaux principaux d'Ukraine. Lutter contre les moustiques succède à la bombe sale. Le représentant russe à l'ONU raconte d'autres mensonges frénétiques. Donc ça, c'est le porte-parole de la Russie à l'ONU, qui avait parlé effectivement de la bombe sale ukrainienne auparavant, effectivement, et même encore avant des biolabs. D'où le fait que la Russie ait demandé une enquête internationale sur les 30 biolabs en Ukraine, et la Chine a appuyé la demande russe, et elle a demandé elle aussi très officiellement à l'ONU une enquête internationale sur les biolabs. Évidemment, l'ONU n'a jamais lancé d'enquête internationale indépendante, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est Ukrainska Pravda qui dit ça. Hein. Que lit-on? Donc ça date voilà, d'un moment. Hein. Donc ça date de 2022. Hein. Et ça, c'était déjà voilà, les moustiques. Alors, Vassili Nebenzia, le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, a déclaré que les occupants russes auraient découvert des drones en Ukraine capables de propager des moustiques infectés par des virus dangereux. Donc la source, c'est le discours de Nebenzia lors d'une session au Conseil de sécurité de l'ONU. Le diplomate russe a affirmé qu'en mars, les troupes russes qui étaient stationnées dans l'oblast de Kherson ont découvert 3 drones équipés de conteneurs de 30 litres pouvant être utilisés pour pulvériser des substances biologiquement actives. Il a déclaré que les États-Unis avaient breveté un drone capable de propager des moustiques infectés par des virus dangereux. Alors, citation de Nebenzia,
Selon la description, un tel drone transporte un conteneur avec un grand nombre de moustiques porteurs d'infection vers une zone ciblée et les libère. En piquant, les moustiques infectent les personnes avec des agents pathogènes de maladies particulièrement dangereuses. L'explication souligne directement qu'un militaire infecté sera incapable d'accomplir les tâches qui lui sont assignées. Pour conclure, la maladie peut être un outil militaire plus précieux que les armes et équipements militaires les plus modernes. Il a noté qu'une telle infection par militaire ennemi aurait un effet militaire important. Nebedia a également déclaré que la Fédération de Russie avait reçu des documents concernant la propagation d'infections dangereuses par les oiseaux migrateurs, en particulier la grippe hautement pathogène et la maladie de Newcastle, et les chauves-souris en particulier capables d'infecter les humains avec les agents responsables de la peste, la leptospirose, la brucellose, ainsi que les coronavirus et les filovirus. Voilà. Et là, après, bon, le reste, c'est l'Ukraine qui se moque évidemment de ce que vient de dire le représentant à l'ONU de la Russie. Donc, vous voyez, ça, c'était déjà voilà, le 28 octobre 2022. Ça, c'était déjà l'année dernière. Hein. Voilà. Mais on en reparle maintenant. J'ai déjà fait une vidéo. Regardez la vidéo que j'ai faite précédemment sur les armes biologiques. Donc là, vous voyez, là déjà, le 15 mars 2022, le 15 mars 2022, guerre en Ukraine, vérification des faits sur les allégations d'armes biologiques de la Russie. Donc vous voyez, déjà au 15 mars, là c'était les Russes qui montraient l'Ukraine. Alors dommage qu'il y a le présentateur devant, parce que là on voyait tous les sites, voilà, ce sont les laboratoires. C'est les fameux biolabs, les 30 biolabs. Voilà. Et à cette époque-là, en mars, vous voyez, le côté pris par les Russes, il n'y avait que Lugansk et Donetsk. Voilà, à cette époque-là. Donc la Russie a affirmé, sans aucune preuve, que des armes biologiques étaient développées dans les laboratoires en Ukraine avec le soutien des États-Unis. Il dit que du matériel est détruit pour dissimuler le programme d'armement du pays, mais les États-Unis disent que c'est un non-sens total et que la Russie invente de faux récits pour justifier ses actions en Ukraine. Alors il devrait dire la Russie et la Chine, parce que la Russie et la Chine ont demandé une enquête internationale. Parce que la Chine a reconnu que les faits russes étaient exacts. Voilà. Ça, c'est juste pour vous rappeler ce qu'il en était, pour que vous connaissiez le contexte. Hein. C'est pour ça que je vous ai montré ces anciens articles. Voilà. Et là, enfin, le dernier article, parce qu'il y a quand même un petit ordre chronologique, c'est pour vous dire que là, dernièrement, et ça vous le voyez dans ma précédente vidéo que j'ai fait exprès dessus, au 19 juin par le New York Post, que là, voilà, là, la Russie accuse les États-Unis d'avoir prévu de larguer des moustiques porteurs du paludisme sur les troupes, parce que l'armée ukrainienne partant complètement en vrille, comme je viens de vous le montrer, démontrer même précédemment, et ben ils en sont à ces recours-là. Voilà, comme je l'ai démontré dans ma précédente vidéo. Regardez là, c'est celle qui est vraiment juste avant. Et là, ça date du 19 juin 2023. Hein. Vous voyez ? Un haut responsable du Kremlin a bizarrement accusé les États-Unis de préparer des drones qui cibleront les troupes russes en lâchant des moustiques porteurs du paludisme sur les soldats. Voilà. Alors je ne vais pas me répéter parce que j'ai déjà fait un point là-dessus dans ma précédente vidéo. Regardez ma précédente vidéo. Là, vous avez Igor Kirillov, qui est le chef de la défense anti-radiation, anti-chimique, anti-biologique de la Russie, qui montre là dans un des écrans géants les preuves trouvées par les services secrets et les militaires sur place. Nous avons le 22 juin, Zelensky annonce que les services du renseignement ukrainien avertissent que les Russes vont provoquer l'explosion du système de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporojye.
dans le but de contaminer l'Ukraine, mais aussi les pays limitrophes à l'Ukraine. Annonce tout aussi ridicule que celle faite l'année dernière par Zelensky, comme quoi les Russes bombardaient leurs propres centrales nucléaires, ou encore quand les Ukrainiens avaient accidentellement bombardé avec un missile S-300 un tracteur en Pologne, tuant 2 paysans polonais. À cette époque, les Ukrainiens faisaient beaucoup d'accidents sur leur propre immeuble résidentiel à cause des S-300 qui manquaient leur cible et s'écrasaient sur leurs immeubles. Voilà. Bref, pendant 2 semaines, Zelensky n'a pas voulu reconnaître que c'était l'Ukraine qui avait envoyé un missile S-300 accidentellement en Pologne et accusait avec acharnement la Russie. Alors que même le Pentagone avouait que c'était l'Ukraine. Le Pentagone, 24 heures après, a dit non, non, c'est vous les Ukrainiens qui avez fait cet accident, c'est pas la Russie. C'était le Pentagone 24 heures après, mais Zelensky n'avait jamais voulu le reconnaître. Et d'ailleurs, il l'a jamais reconnu. C'est passé dans les oubliettes, mais il l'a jamais reconnu. Et c'est une autre info que je vous donne un petit peu en rescoop, parce que ça n'a jamais été diffusé dans les médias, mais moins d'une semaine après l'accident polonais du S-300 ukrainien, il y a eu un S-300 ukrainien qui s'est écrasé de la même manière en Moldavie, dans une forêt moldave. Donc moi je l'ai su parce que j'étais tombé sur des rapports moldaves qui montraient cela avec des photos et tout. Voilà. Et alors ces rapports moldaves, je les ai eus grâce au site Telegram Slaviangrad qui présentait les journaux moldaves à cette époque-là. Donc il y a eu un S-300 en Pologne, mais il y en a eu aussi un en Moldavie. Mais comme ça a été tellement proche dans le temps, là, évidemment, tous les médias occidentaux n'en ont surtout pas parlé, parce que là, ça devenait trop ridicule. Et bien évidemment, la présidente moldave qui est complètement laquais vis-à-vis des États-Unis, de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est une présidente qui a été mise là par les États-Unis d'ailleurs. Donc il y a eu comme d'habitude la CIA, les ONG, Open Society de George Soros. Il y avait tout le monde qui a participé à mettre la présidente moldave là-bas. Ça, faut le savoir. Alors tout le monde sait ça, tous les connaisseurs le savent. Je vous le dis comme ça, mais je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais vraiment plus anciennes. Voilà. Alors maintenant, l'absence remarquée et bien trop longue d'abord du chef d'état-major ukrainien Zaloujny, puis du directeur du SBU Boudanov, commence à poser des questions à l'international. Bien sûr, pas dans les médias occidentaux qui font tout leur possible pour surtout ne pas en parler, et qui relaient comme de bons petits valets, qu'ils sont d'ailleurs, ce que leur dit de dire le gouvernement ukrainien. Or, les interrogations vont bientôt devenir de l'inquiétude quant à l'absence de ces 2 piliers les plus importants du gouvernement ukrainien. Et même si les médias occidentaux travaillent avec zèle pour l'Ukraine, d'autres médias du reste du monde vont jeter un pavé dans la mare. Dans ces cas-là, que vont-ils faire? Mais dans ces cas-là aussi, pourquoi Kiev n'organise pas tout simplement une conférence de presse avec ces 2 personnes pour rétablir la vérité, pour rassurer le monde entier, y compris les Ukrainiens d'ailleurs, le peuple. Et enfin, pour montrer à tous que Kiev ne cachant rien s'est fait aux yeux du monde. Tout simplement parce qu'ils ne le peuvent pas. Voilà pourquoi ils ne font pas de conférence. Ils ne le peuvent pas. Et qu'en réalité, il y a peu d'options réelles. Soit ces 2 personnages ont été tués ou gravement blessés lors de l'explosion du quartier général des renseignements à Kiev, que tout le monde admet, côté ukrainien comme côté russe. Soit concernant Zaloujny, qu'il a été mis aux arrêts étant donné qu'il n'était pas d'accord avec Zelensky, et l'avait déjà fait savoir publiquement. On ne sait pas. Et Boudanov, peut-être qu'il a été tué, on ne sait pas. Cet effondrement de l'intérieur du gouvernement ukrainien est un autre facteur de la destinée forcément très sombre
de l'Ukraine. Un énième faisceau de preuves comme quoi l'Ukraine s'effondre. Vladimir Poutine a reçu la délégation africaine menée par l'Afrique du Sud et a montré le traité qui avait été fait à Istanbul avec Kiev, prouvant que la Russie avait signé un traité pour mettre la fin à la guerre et montrant les concessions faites des deux côtés. Cela a dû marquer la délégation africaine sur la bonne foi russe, d'autant que leur réunion avec Zelensky précédemment avait échoué, mais ça c'était attendu, et que la délégation africaine avait été bloquée en Pologne un long moment, juste pour les ennuyer avant qu'ils aillent à Saint-Pétersbourg. Cependant, les Polonais les ont laissés partir ensuite, malgré tout quand même, à Saint-Pétersbourg. Il a été noté par tous la grande cordialité entre la délégation africaine et Vladimir Poutine, en très grand contraste avec la réception de la délégation africaine à Kiev. En rapport indirect avec l'Ukraine, je finirai sur le fait que plusieurs pays d'Europe sont en récession, dont l'Allemagne et l'Angleterre. L'origine étant la crise énergétique due aux sanctions contre la Russie, provoquant une grande inflation durable, bien évidemment. Mais pour l'Allemagne, c'est catastrophique. Plusieurs pays d'Europe ont vu leurs grandes entreprises s'expatrier partiellement ou entièrement dans d'autres pays, comme typiquement aux États-Unis, du fait d'un coût énergétique bien trop élevé dans leur pays. Ils n'ont tout simplement pas le choix, car soit ils restent, soit ils font faillite, soit ils s'expatrient pour avoir un coût énergétique raisonnable. L'archétype de cet exemple est l'Allemagne, qui commence à expatrier assez massivement ses grandes entreprises, comme par exemple BASF et Audi aux États-Unis. Et ce n'est qu'un début. 30% des PME allemandes étudient des solutions pour quitter l'Allemagne, et 16% d'entre elles sont déjà sur le départ. Tout cela montre que le plan qui avait été prévu par la Rand Corporation et commandé par la Maison-Blanche pour redresser les États-Unis a fonctionné. Voir lien dans la description qui démontre tout cela. C'est-à-dire détruire l'économie allemande en particulier, détruire l'économie européenne et rendre les pays européens dépendants des États-Unis sur le plan économique et militaire. Militaire, c'est pour ça que l'OTAN pousse et menace les pays européens qu'il faut absolument acheter du matériel militaire américain, comme ça les rend totalement dépendants militairement des États-Unis. Car concernant cette crise énergétique, évidemment, pour ces entreprises allemandes, ils n'ont pas le choix tout simplement, sinon ils font faillite. Et tout ça, c'était voulu, prévu par la Maison-Blanche, déjà bien avant l'invasion russe, comme je l'ai démontré dans une vidéo. Voir lien dans la description pour revoir cette vidéo extrêmement importante. Et oui, car qui a beaucoup d'énergie relativement peu chère contrôle les pays devant acheter leur énergie à prix élevé, comme c'est le cas de l'Europe, suite à l'explosion des Nord Stream. Destruction prévue et annoncée officiellement en termes à peine voilés et à plusieurs reprises par les États-Unis bien avant la guerre en Ukraine. Et qui avait annoncé ça officiellement, publiquement devant les caméras du monde entier? L'arrêt des Nord Stream. Eh bien, nous avons eu tout d'abord Donald Trump, mais en termes vraiment très vagues. Ensuite, on a eu Joe Biden en termes très clairs. Joe Biden l'a dit très clairement. Et ensuite, on a eu Victoria Nuland. Et oui, devant les caméras, qui a annoncé officiellement que les Nord Stream allaient être arrêtés, et par tous les moyens. Et ça a été répété par 2 fois, bien avant l'invasion russe. Voilà. Voilà, c'était la fin de la conclusion. Maintenant, on va passer à la carte militaire. Voici la carte militaire. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le sud. Donc là, il y a eu un événement, c'est un pont qui a été détruit par 2 Storm Shadow, mais en fait, en réalité, 2 ponts, c'est ici. Voilà, le pont de Tsangar. Donc, ces 2 ponts-là, voilà, qui ont été touchés par 2 Storm Shadow. Voilà.
Et là, c'est la ville, voilà, Sangar, exactement. Donc ça, c'est au nord de la Crimée, comme vous pouvez le voir. Bon, bah, les ponts, d'après les Russes, ces deux petits ponts seront réparés dans environ une semaine. Voilà. Donc, pour rappeler un petit peu où se situe la chose, là, nous avons la centrale de Zaporozhye, qui est dans la ville d'Energodar, qui est ici. Les grandes, quoi, entre guillemets, les offensives ukrainiennes se sont faites ici, voilà, jusque là. Donc principalement sur Velika Novasilka, voilà, Velika Novasilka, Ocherov et vers proche de la ville de Zaporozhye. Donc en gros, toute cette zone-là, c'est là où cela bataille le plus, c'est là où les offensives ukrainiennes se sont faites. Je vous rappelle que le but des Ukrainiens, c'est en tout premier lieu de prendre la ville hub ultra fortifiée de Tokmak, absolument impossible, hein. Il y a 5 lignes de défense et Tokmak elle-même est une ligne de défense. C'est la 6e ligne, entièrement fortifiée comme un château fort. Donc le but des Ukrainiens, c'est de prendre Tokmak, Melitopol pour piquer ensuite sur la mer d'Azov. Voilà, ça c'est leur but. Voilà. Donc ils veulent ça. C'est ce qu'ils annoncent depuis des mois et des mois. Alors maintenant on va remonter un peu plus. Ougledar. Alors je vous rappelle que c'est une carte ukrainienne, hein, qui est fausse évidemment. Les Russes sont là, les Russes n'avancent pas, voilà, ils déminent, voilà, les Russes ne font que déminer là, pour l'instant avant d'avancer. Ougledar est très 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 miné, voilà. Par contre, d'après ce que j'ai lu, Ougledar est isolé. Vous voyez que les routes qui vont vers Ougledar sont peu nombreuses et sont vraiment réparties sur les côtés. Sachant que ces routes-là sont complètement contrôlées par les Russes, puisqu'encore une fois, la carte est fausse, hein. Les Russes sont à peu près ici, voilà, et là, voilà. Et ils commencent à entourer Ougledar. Voilà. Donc, Marinka, je vous ai dit qu'en fait, ça y est, toute cette zone a été prise. Donc, Marinka, c'est fini. Avdiivka, alors là, si vous regardez cette carte ukrainienne, qui est pourtant, qui date de ce matin, si on en croit la carte, il n'y a absolument rien qui a changé. Il n'y a rien, pas d'un pouce par rapport aux semaines précédentes. En fait, si les Russes ont avancé, Avdiivka est bientôt entouré. Alors, ce serait ici qu'il y a eu les fameux soldats qui se sont rendus. C'est ici. Voilà. Donc, ils ont été encerclés et le chef des troupes ukrainiennes a dit on se rend. Voilà. Donc, ce serait ici, dans cette toute petite nasse, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Sinon, sur le reste du front, il se passe pas grand-chose, hein. Alors là où les Russes avancent, les fameuses 3 avancées, les 3 avancées sont ici, voilà, donc entre Malinka et Ougledar. Voilà, les offensives russes ont commencé là, sur cet axe-là. Ils ont commencé aussi, non pas sur Siversk, qui est une des forteresses les plus importantes avec Avdiivka. Hein, je vous rappelle que les forteresses restantes, c'est, pour reprendre, c'est Ougledar, Avdiivka, Siversk et beaucoup plus haut, Kupiansk. Voilà. Sachant que Kupiansk, forteresse entre guillemets, hein. On va dire que les vraies forteresses, les vraies, mais là, ce sera beaucoup plus, dans un avenir un peu plus lointain, ce sera Siversk, Kramatorsk et Slaviansk. Voilà. Une fois que ces 2 forteresses seront prises, ce sera fini de l'Ukraine, hein. C'est ça le Graal des Russes, hein. C'est Kramatorsk et Slaviansk. Mais avant, fallait prendre Bakhmut, Malinka, Ougledar, Avdiivka, Siversk et Kupiansk sur le nord.
Et Kupiansk n'est pas considéré véritablement comme une forteresse. Nous verrons bien. Encore une fois, ça c'est les rapports que j'ai. Il y en a qui ne sont pas forcément exacts. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début, tout du moins. Voilà. Le deuxième axe, ça va vers Krasny Liman. Krasny Liman, c'est en russe, hein, Liman en ukrainien. Voilà le deuxième axe de l'offensive russe. Et le troisième axe, c'est ici, sur Kupiansk. Alors moi, les derniers rapports que j'ai, c'est que les Russes auraient fait une avancée de 7 km. Voilà, en une journée. Ce qui est pas mal quand même. Donc, à cause de cette offensive, qui est comme ça. Alors évidemment, ils veulent prendre Kupiansk. Alors inutile de vous dire que quand les petites forteresses, petites et grandes, que je viens de vous citer, seront tombées, le moral ukrainien sera complètement à plat. Et on pourra dire que la guerre est totalement perdue, mais de manière très officielle des deux côtés. Je ne peux pas concevoir que les médias et Kiev, après que ces forteresses soient tombées, et le nombre d'hommes donc qui tombera, j'aurais du mal à concevoir qu'il continue. Mais d'un autre côté, avec Zelensky, vous allez me dire, tout est possible. Hein, n'oubliez pas, hein, maintenant on le sait, la politique officielle ukrainienne, états-unienne et de l'Union européenne, on a bien compris. Hein, c'est jusqu'aux derniers Ukrainiens. Surtout américaines, puisque évidemment les marionnettistes sont les Américains. Donc jusqu'aux derniers Ukrainiens. Ça apparemment c'est gravé dans le marbre, hein. C'est plus du je crois ou du peut-être. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Donc les informations les plus importantes. Kiev a fait une pause, tout simplement parce qu'ils se font massacrer, mais à un niveau jamais atteint. Bah oui, faire des offensives sans appui aérien, sans artillerie, de toute manière, c'était du suicide. Sans compter que, évidemment, les Russes attaquent très, 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 très fort avec des avions, des hélicoptères, des drones. Et donc, les autres informations, c'est les trois axes de l'offensive russe qui ont enfin commencé, mais des offensives très modestes. Hein. Donc, entre Marinka et Ougledar, sur, comme je vous l'avais dit, vers Krasny Liman, et enfin sur Kupiansk. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien, analyse du monde, aussi appelé réinformation sur le monde. Et bien sûr, toujours, soyez curieux.